Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec Ophélie, l'invitée du jour, quelques mots sur Vinovest. Vinovest est la première plateforme qui démocratise l'investissement dans le vin. Investissement autrefois réservé aux investisseurs ultra connaisseurs. J'ai été surprise à quel point c'est facile de commencer à investir dans le vin avec Vinovest. Vous êtes accompagné d'une team de sommeliers renommés dans le monde entier qui vous explique quel vin il faut acheter car ils vont gagner à vieillir. Vous possédez 100% des bouteilles de votre portfolio. Vous pouvez donc acheter, vendre et même boire vos vins quand vous voulez. Investissez dès maintenant dans des grands crus avec Vinovest. Vous avez 2 mois offerts en allant sur le site zen.ai/oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Ophélie. Après avoir été manager en marketing B2B, Ophélie est devenue influenceuse travel et photographe à Paris. Elle est suivie sur son compte Instagram Limitless Secrets et sur son blog par plus de 130 000 abonnés. Après avoir fait une école de commerce, Ophélie se spécialise en trade marketing. Elle travaille en marketing B2B et s'occupe des relations entre les fabricants des biens de grande consommation et les distributeurs en matière agroalimentaire. Après une dizaine d'années à Paris, Ophélie trouve un job basé à l'international à Amsterdam. Elle travaille sur les marchés français, anglais, américains, italiens et aussi allemands. Mais du jour au lendemain, après une réorganisation dans le groupe, son job perd toute sa substance et elle n'a plus rien à faire. Elle est alors victime de bore-out. Elle pleure le jour de Noël sans raison. C'est le déclic. Elle n'arrive plus à se projeter dans le monde corporate qui manque de valeurs humaines. Après 12 ans de carrière dans le marketing, elle décide alors de démissionner et lance parallèlement son compte Instagram pour partager sa passion pour les voyages. Elle se forme alors à la photographie en autodidacte. Aujourd'hui, Ophélie est créatrice de contenu travel à temps plein, photographe et food concierge. Alors avec Ophélie, on a évoqué le milieu du marketing, sa vie à Amsterdam, comment se reconvertir quand on ne touche pas le chômage, comment devenir créatrice de contenu et ses futurs projets. Vous allez voir, elle en a plein. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ophélie. Bonjour Ophélie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci Claire, je suis ravie d'être avec vous. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton métier actuel ? Alors aujourd'hui, je suis photographe, créatrice de contenu, blogueuse, entre autres, à Paris. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes études et puis ton premier métier ? Oui, alors en effet, je viens d'un monde complètement différent. J'ai fait une école de commerce, donc un bac+5 à Lille en France. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine du commercial et du marketing B2B, donc ce qu'on appelle le trade marketing pour des grands groupes dans l'agroalimentaire et d'autres produits de biens de grande consommation. Complètement rien à voir. Et qu'est-ce que tu faisais au quotidien dans ton job pour peut-être qu'on comprenne un petit peu mieux la réalité, le quotidien ? Donc j'étais commerciale en grande surface, donc ce qu'on appelle chef de secteur. À l'époque, je travaillais pour le groupe Mondelez, donc les chewing-gums, les bonbons, les chocolats. Donc moi qui suis une grande gourmande, j'avoue que j'étais quand même contente de travailler sur ces produits-là. Donc du coup, pendant un moment, je visitais les supermarchés pour proposer tous les produits, travailler sur les offres promotionnelles, faire du merchandising dans les rayons, ce genre de choses. Et ensuite, je suis donc montée au siège pour le même groupe, donc Mondelez. Et là, j'ai pu travailler sur des fonctions donc de trade marketing, c'est-à-dire le marketing B2B. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop, je peux peut-être donner un peu plus de détails. Donc, en gros, quand un fabricant crée un produit, il y a tout un service du marketing consommateur que tout le monde connaît un peu, donc créer le produit pour répondre à un besoin d'un consommateur. Sauf qu'en fait, les grands groupes, eux, ils vendent jamais directement aux consommateurs, enfin rarement. Et du coup, ils passent par des distributeurs du type les supermarchés, les hypermarchés ou autres en fonction du type du produit qu'on vend. Et les distributeurs, eux, peu importe le fait que tu sortes un chewing-gum à la fraise ou un bonbon au caramel, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce que tu leur proposes comme marge, qu'est-ce que tu vas leur faire comme offre promotionnelle, où est-ce que tu vas implanter ton produit dans leur rayon. En gros, ils veulent que tu leur apportes du business. Donc, c'est pas du tout les mêmes arguments entre un marketing consommateur et le trade marketing, c'est-à-dire comment on va mettre en valeur les produits de chaque fabricant dans les rayons.
Donc moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé aussi bien sur de la confiserie, du chocolat, ce genre de choses. Donc quand j'étais chez Mondelez, j'ai travaillé aussi sur du pet care, donc tout ce qui est accessoires pour animaux. Ensuite chez Nestlé Purina. Et j'ai terminé par avoir un poste à l'international, donc j'étais basée à Amsterdam, là pour de la cigarette électronique, pour une filiale dédiée à la cigarette électronique pour le groupe Imperial Tobacco. Et donc ça t'a amené à voyager pour visiter un peu j'imagine tous les supermarchés, tout ça, pour savoir comment c'est placé ou pas trop? Oui, alors quand les premiers postes que j'ai cités là chez Mondelez et chez Purina, j'étais basée en France sur un marché franco-français. Donc là, du coup, oui, j'allais en point de vente pour voir comment la situation se passait, même quand je travaillais au siège. Mais je voyageais pas forcément hors de France. Par contre, sur mon dernier poste, qui était à l'international basé à Amsterdam, moi, je travaillais sur plusieurs marchés. Donc le marché français, italien, allemand, anglais. Américain pas directement, mais du coup j'avais aussi des contacts avec le marché américain et plusieurs autres marchés qu'on était en train de lancer quand j'ai un petit peu avant que je parte du groupe. Donc oui, j'étais amenée à voyager pour voir comment se passait la situation de chaque produit dans les points de vente et les circuits de distribution sur les différents pays desquels je m'occupais. Et c'était comment l'ambiance? C'est un milieu qui est assez stressant, j'imagine. Souvent on parle que c'est assez compliqué les relations avec les grandes enseignes. Oui, alors on va dire que les personnes qui sont au contact direct des distributeurs, c'est ce qu'on appelle les comptes clés. Donc eux qui vont être les vrais commerciaux, qui vont rentrer dans le dur de la négociation tarifaire et marge et tout ça. Donc c'est eux qui sont vraiment les premières personnes au contact avec la distribution sur la partie, on va dire, hardcore de la négociation. Mais moi, sur ma partie trade marketing, j'arrivais aux catégories manager, catman, comme on dit dans le milieu. J'arrivais après, c'est-à-dire que une fois qu'on avait que le compte clé avait bien négocié son contrat en fait avec le fournisseur, moi j'arrivais dans un second temps pour dire ok, donc maintenant qu'on est d'accord pour travailler, voilà ce que je vous propose comme solution pour les nouveaux produits qu'on va proposer chez vous cette année. Et donc, du coup, le rapport était moins un rapport de force, mais plus un rapport de collaboration, ce que je préfère personnellement. Et comment ça t'était venu ce métier? Est-ce que c'était depuis longtemps? Pas vraiment. En fait, quand j'étais plus jeune, je savais ce que je voulais pas faire. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'école de commerce parce que c'était quand même assez vaste. Moi, je suis une personne qui a un contact facile avec les gens, donc forcément, j'avais envie de faire quelque chose où j'étais en contact avec des gens et que je pouvais faire des choses autour du commerce, du marketing. C'est des choses qui me plaisaient. Je voulais vraiment, au début, je me suis dit, je vais travailler dans le marketing et en fait, j'ai fait un apprentissage, un contrat d'apprentissage sur ma première année ma deuxième et ma troisième année, d'école de commerce, parce que je voulais vraiment rentrer au contact de l'entreprise, sachant qu'avant j'avais fait une classe prépa, donc à l'inverse de ceux qui avaient fait un circuit universitaire, eux ils avaient vraiment déjà des premiers stages, moi pas du tout, donc je voulais dire je vais faire l'apprentissage comme ça, je vais savoir ce que c'est que le vrai monde de l'entreprise. Mais comme j'avais fait mon apprentissage dans une PME, voire une TPE, une toute petite entreprise, c'était difficile de refaire valoriser mon CV auprès des grands groupes qui me passionnaient plus pour la partie marketing. Et j'ai pas pu rentrer par cette porte-là. Donc les grands groupes m'ont dit, en gros, non, nous en marketing consommateur, du coup, c'est pas possible. T'as pas fait les bons stages, t'as pas fait les bons trucs. Donc première grosse déception. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je suis pas rentrée par cette porte-là, je vais rentrer par une autre porte qui était donc la porte commerciale. Ce que j'ai fait, j'étais commercial terrain pendant 3 ans avant de pouvoir intégrer le siège du groupe pour lequel je travaillais à l'époque, qui était Mondelez, sur les fonctions de trade marketing au siège. Et quand tu es B2B, donc plutôt entreprise, tu peux passer en B2C consommateur, c'est possible d'avoir cette passerelle? Dans les grands groupes, c'est compliqué. Sincèrement, quelque chose que j'avais pas trop réalisé moi quand j'ai commencé mes études, mais que je pense, j'espère que maintenant les gens sont assez au courant, c'est que malheureusement, surtout en France, on a tendance un peu à mettre les gens dans des boîtes, et donc si les grands groupes, ils veulent des gens qui soient super spécialisés sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas vraiment le temps bien sûr qu'ils forment les gens quand tu arrives et que tu es junior, mais ils veulent quand même des profils assez spécialisés. Donc, en gros, tu fais du marketing conso. Si tu as fait du marketing conso en stage et on te prend sur des jobs de marketing conso senior si tu as fait du marketing conso junior. C'est un peu difficile de sauter le pas du marketing trade, donc B2B, au marketing B2C. Je redis encore une fois, dans les grands groupes en France.
ce qui est pas forcément le cas dans les grands groupes internationaux, anglo-saxons, on va dire. Bon, un peu moins tendance à mettre les gens dans des boîtes. Et ce qui n'est pas forcément le cas non plus dans des groupes plus petits ou des entreprises plus petites où c'est plus facile de passer d'une chose à une autre parce qu'on va dire que les frontières sont moins hermétiques. Et comment ça s'est passé vers la fin de ta carrière en marketing, tu es partie à Amsterdam. Tu as vécu 2 ans, c'est ça, hein? Ouais. Et comment ça s'est passé quand tu es arrivée là-bas? Quelles sont les différences au niveau du travail? Alors la différence principale, c'est la qualité de vie entre vie professionnelle et vie personnelle. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup plus de respect de la vie privée des gens, de la sphère, on va dire, personnelle. Donc, autant qu'à Paris, quand tu pars à 18h, enfin à Paris, dans beaucoup de jobs, peut-être pas qu'à Paris d'ailleurs, mais quand tu pars à 18h, on te dit « Ouh là là, bah, dis donc, t'as pris ton après-midi, qu'est-ce que tu fais ?» Et où c'est assez fréquent d'avoir des réunions à 19h qui s'éternisent jusqu'à 19h30, 19h45, et où, on va dire, si t'as pas d'enfant, si t'as pas une bonne raison pour partir ou un rendez-vous médical, en gros, on s'attend à ce que tu restes, super tard bosser. Alors qu'aux Pays-Bas, pas du tout. En gros, moi, mon chef, quand il me voyait encore là à 17h30, il me disait bah Ophélie, rentre chez toi. Je dis ouais, mais j'ai encore des trucs à finir, machin. Oh non, mais non, c'est bon, tu feras demain, rentre chez toi, c'est bon. Bon, alors bien sûr, quand il y a des moments qui nécessitent de rester un peu plus, on restait un peu plus, mais voilà, beaucoup plus de respect, un meilleur équilibre, on va dire, entre vie professionnelle et vie personnelle. Ça, c'est un truc, au niveau, en tout cas, de le monde du travail, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et beaucoup moins de différences hiérarchiques entre les gens, marquées dans la vie professionnelle quotidienne. C'est-à-dire, déjà, il y a pas de vous, tu, enfin, parce que quand on travaille en anglais, le you, c'est universel, donc il y a déjà beaucoup moins de barrières. Et c'est aussi plus facile de proposer des idées et aussi d'avoir des interactions, on va dire, avec des N+1, +2, +3. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté à Amsterdam. Et t'as l'impression qu'ils sont moins sur l'apparence? Je veux dire, je sais qu'en tout cas, en France, c'est très, même si tu fais rien, mais que t'es à ton bureau jusqu'à pas d'heure, tu donnes l'impression que tu travailles. Est-ce que tu as l'impression que là-bas, c'est un peu plus justement sur le concret? Oui, c'est ça. Justement, il y a pas le présentéisme, c'est pas quelque chose qui est bien vu en fait. Enfin, là-bas, il y a c'est vraiment ça, c'est vraiment cet équilibre. Et aussi, je vois sur ce que tu me disais sur la partie présentation. C'est beaucoup moins formel aussi dans la manière de s'habiller, donc les gens sont vraiment cool quoi. Moi j'avais la big boss marketing, on va dire même plus que marketing parce qu'elle gérait plusieurs départements. Elle arrivait, elle était en boots, en pantalon en cuir noir et un pull tranquille. Donc il y a pas du tout il y a beaucoup moins, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaillais, beaucoup moins de parties formelles, hiérarchiques. Bon, alors après, je pense que si on travaille dans la banque aux Pays-Bas, il faut peut-être plus venir en costume, mais en tout cas, moi, dans mon quotidien, dans la boîte, non, c'était vraiment tranquille. Et alors, toi, t'as fait ça pendant 12 ans, donc t'as une carrière de 12 ans en marketing. Comment ça t'est venu le déclic pour changer de vie? Est-ce que ça a toujours été là et ça a pris plus d'ampleur? Comment ça s'est passé pour toi? Il y a vraiment eu un moment de déclic. Donc moi, j'ai un profil, en fait, on va dire, pour bien s'en sortir dans le monde corporate, on va dire, au sens large, il faut avoir un certain état d'esprit. Moi, je sais que j'avais pas mal... c'est encore un peu difficile à analyser a posteriori, mais je sais que je voulais monter en grade et prendre des jobs différents dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Alors surtout dans la première entreprise dans laquelle je suis restée pendant 8 ans. Et on me disait non, mais tu fais bien ton travail, mais tu manques de leadership pour faire quelque chose de plus ambitieux. Donc bon, on va te laisser à ton poste, gentille petite fille, continue à bien travailler, à travailler encore plus parce que c'est quand même pas suffisant puisque tu manques de leadership. Et j'ai subi ça pendant plusieurs années. Donc déjà c'était pas forcément, enfin moi j'aimais bien ce que je faisais et je voulais faire plus de choses, mais en gros on me disait ah non c'est pas. Donc à force au bout d'un moment. Tu penses que c'était un peu de sexisme? Parce que qu'est-ce qu'ils entendent par leadership? Non, je pense que c'était pas du sexisme parce qu'il y avait il y avait des femmes qui faisaient des postes au-dessus. Je pense que je sais pas, je pense que je rentrais pas dans le moule de ce qu'ils attendaient dans le groupe.
Je pense que je vais dire ça. D'ailleurs, donc au bout d'un moment, je me suis dit bon bah je vais arrêter d'essayer de récupérer ce job qui m'intéressait, qui était du coup le job de Catman dans ce groupe-là puisqu'on veut pas me le donner et je vais aller le chercher ailleurs. Ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai changé de boîte. Et quand j'ai changé de boîte, justement, comme on m'avait reproché mon manque de leadership, je me suis dit j'ai vu passer une formation sur le leadership et la communication, formation du groupe Dale Carnegie, qui existe dans plusieurs endroits dans le monde. Et je me suis dit, autant commencer sur des bonnes bases dans la nouvelle entreprise dans laquelle je vais travailler pour pas me retrouver dans les mêmes écueils, quoi. Et donc, j'ai participé à cette formation que j'ai adorée. Suite à cette formation, qui est une formation en 8 semaines et qui a lieu un soir par semaine pendant 8 semaines, qui est franchement, ça permet d'élever sa personnalité, d'être beaucoup plus à l'écoute de ses interlocuteurs, de se transcender vraiment. Il y a un vrai avant-après. C'est une formation que je ne peux que recommander. Suite à cette formation, le groupe Dale Carnegie m'a proposé de faire, d'aider des personnes en sous-groupe, parce qu'en fait, sur cette formation, je suis désolée, je suis obligée de donner un peu d'infos, cette formation se déroule en 8 semaines et d'une semaine à une autre, on a des mises en situation, des applications de principes de relations humaines qu'on nous explique, mais qu'on doit mettre en application en entreprise. Donc, c'est une formation extrêmement concrète. Et en fait, d'une semaine à une autre, on a ce qu'on appelle un team leader qui nous aide au téléphone pour voir si on a bien réussi à mettre en application le principe en entreprise, si on s'est assez challengé, et la manière dont on va le présenter à la prochaine semaine. Puisque à chaque session, chaque personne doit présenter en 1 minute et demie, 2 minutes, la mise en application de ce qu'elle a fait en entreprise la semaine dernière et les éléments positifs qu'elle en a apportés. Et donc, ce job, on va dire, de team leader, moi, on me l'a proposé suite à la première formation. On m'a dit, Ophélie, on trouve que tu as un bon profil pour aider les gens et pour l'écoute, donc on te propose d'être team leader. Ce que j'ai fait sur 2 sessions de formation, à la suite desquelles, en fait, on m'a proposé de me certifier pour être à mon tour formatrice sur cette formation de leadership et communication. Donc, de moi qui suis passée en entreprise, on me dit tu manques de leadership. Alors ça a pris du temps. Ça a pris, entre le moment où j'ai fait team leader, donc 2 fois, donc c'était sur 2 années séparées, plus la formation, plus moi-même ensuite j'ai donné des formations donc avec le groupe Dale Carnegie. Je me suis retrouvée à donner des formations sur le leadership et la communication. Comme quoi, ça peut être assez subjectif et ça dépend aussi surtout, je pense, dans le domaine dans lequel on évolue. Et peut-être qu'en fait, il y a des domaines qui sont pas faits pour nous, mais ça, malheureusement, c'est la vie qui nous l'apprend et on le sait peut-être pas forcément au début. Mais en tout cas, petit conseil que je voudrais redire à la fin, à partir du moment où on est passionné par quelque chose, on a toujours une entière légitimité à parler de cette chose. Et à partir du moment où on est à l'écoute des gens, des besoins des gens, de nos interlocuteurs, de nos fournisseurs, de nos clients, dans une écoute sincère, on peut toujours avancer ensemble et justement montrer son leadership de par son écoute et sa passion pour le domaine dans lequel on évolue. Pour toi, le principal enseignement, c'est l'écoute de cette formation? Oui, voilà, si tu devais dire, toi, peut-être la principale différence entre la Ophélie dont on disait qu'elle n'avait pas de leadership et celle qui est devenue experte en leadership, c'est quoi la principale différence entre ces deux Ophélie? La confiance en soi. Parce que l'écoute, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Donc, c'est plus avoir confiance et se sentir légitime, en fait, dans ce qu'on fait. À partir du moment où on est, en fait, c'est ce que je disais, en fait, à partir du moment où on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on travaille sur un projet, un domaine au quotidien, en fait, il faut asseoir sa confiance et asseoir sa responsabilité. Pas hésiter à changer, en fait, jusqu'à ce qu'on trouve son domaine. Oui, ça, j'aurai l'occasion de revenir, je pense, après dessus, parce qu'au final, j'ai toujours pas répondu à ta question, qui était quel était le déclic. Donc, le dernier poste que j'ai occupé, du coup, Amsterdam, quand j'ai pris le poste, c'était un poste qui était super intéressant, j'avais beaucoup de marge de manœuvre, je discutais avec tous les pays, et on avait, la filiale dédiée sur la cigarette électronique, on avait vraiment beaucoup de marge de manœuvre et on avait notre autonomie propre. Et du jour au lendemain, en fait, le groupe Imperial Tobacco a décidé de reprendre la main sur ce business de la cigarette électronique. En fait, quasiment du jour au lendemain, mon job a perdu toute sa substance. Donc,
On parle beaucoup de burn-out, mais moi j'étais dans un bore-out, c'est-à-dire que j'avais plus rien à faire d'intéressant du jour au lendemain. J'avais des projets sur lesquels avant j'apportais une expertise marketing, une expertise aussi du terrain, puisque je connaissais comment ça se passait sur les marchés. Et du jour au lendemain, cette expertise, elle est devenue moins importante que ce que le groupe, donc spécialisé sur le marché de la cigarette, basé à Bristol, avait à dire. Par rapport à nous qui travaillons sur le projet depuis plus d'1 an, enfin je veux dire en tout cas pour ma part, et d'autres collaborateurs qui travaillaient depuis plus longtemps. Et j'avais d'une pas grand chose à faire, et de deux les projets sur les choses sur lesquelles je travaillais, c'était des choses que je faisais 6 ans avant dans ma carrière, et en plus toutes les choses intéressantes, en fait, finalement, on n'y participait plus. Donc, ça m'a amené à me poser des questions. Et en fait, j'aurais pu tout simplement, j'avais un super job sur mon CV, j'avais un poste à l'international, j'étais basée à Amsterdam, je gagnais bien ma vie, très bien même. Donc j'aurais tout simplement pu changer de groupe et aller revendre mon expertise ailleurs et puis continuer à monter les échelons ailleurs. Et en fait, je me suis retrouvée, donc ça c'était à peu près la période où ça s'est passé, donc c'était vers la fin d'année 2017, et je me suis retrouvée à pleurer le jour de Noël 2017 sans raison. Je comprenais pas, mais je comprends pas, pourquoi je suis triste, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Et ça m'a amené en fait à me poser des questions, et je me suis rendu compte que finalement, est-ce que j'étais vraiment heureuse dans ce monde corporate, ou moi qui ai des valeurs profondément humaines, le traitement de la personne humaine n'existe pas, hein, pour être clair. Tout est soumis au business, aux actionnaires. Voilà, moi je me reconnais pas dans ces valeurs-là, et suite en fait à tout ce que j'ai fait, comme j'ai travaillé dans plusieurs grands groupes, j'ai assisté à beaucoup de réorganisations internes, à beaucoup de rachats, ce genre de choses. Et à chaque fois, ce que je vois, c'est les dommages que ça apporte sur les hommes. Donc, il y a des gens qui s'en sortent très bien, et tant mieux pour eux. Donc, il y a bien sûr des gens qui continuent à saisir des opportunités par rapport à ça, et qui grimpent les échelons et qui s'éclatent dans ce qu'ils font. Et c'est tant mieux, parce que tout le monde a des profils différents, donc tant mieux pour eux. Mais il y a des gens qui sont un peu laissés sur le côté, qui ont des choses à apporter et qu'on n'estime pas, et qui se retrouvent en fait laissés pour compte dans tout ça, qui au final continuent à travailler mais qui n'aiment plus ce qu'ils font, qui ne sont pas épanouis, pour qui il n'y a aucune reconnaissance, et malheureusement qui subissent ça et décident de rester là parce qu'ils doivent continuer à payer leurs factures, à payer les études pour leurs enfants, première raison. Ou deuxième raison, parce qu'ils savent pas ce qu'ils pourraient faire d'autre, parce qu'ils ont fait que ça de toute leur vie. Ou alors ils ont des projets mais ils se disent « Ah non, mais ça va être trop compliqué, je vais pas pouvoir y arriver, puis peut-être il faut des fonds, ou est-ce que je suis vraiment bon pour faire ce truc-là, je suis pas trop sûre. » Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'au final, dans le monde corporate d'aujourd'hui, y a beaucoup de gens qui sont absolument pas heureux, pour qui ni les RH ni leur manager ne prend ça en considération, et du coup c'est des gens qui sont malheureux H24 quoi. Et en fait moi, à force de voir ça, à le vivre pour moi, mais aussi à le voir pour mes collègues, parce que j'ai quand même assisté, comme je disais, à beaucoup de situations de rachat ou de changements internes. En fait, je le vois, la douleur, le malheur des gens, l'incompréhension, l'incertitude par rapport à l'avenir. Et en fait, je me suis dit, je veux plus évoluer dans ce milieu-là. Donc, je sais pas ce que je veux faire encore, mais je peux plus et je vais arrêter. Et donc, j'ai décidé de démissionner. Mais il a fallu attendre que je termine mes 2 ans de contrat. Sinon, il fallait que je rembourse mes frais de relocation, puisqu'en fait, mon entreprise, du coup, qui m'avait fait venir aux Pays-Bas, m'avait accueilli là-bas. Donc, du coup, il fallait que si je partais avant 2 ans, il fallait que je rembourse des frais. Donc, il a fallu que j'attende la fin de mes 2 ans de contrat. Donc, pendant ce temps-là où j'avais plus de temps pour moi, parce que finalement j'avais pas non plus masse de choses à faire dans mon travail, j'étais plus challengée, donc voilà. J'avais eu le temps de créer moi mon compte Instagram sur place, que j'avais créé parce que je suis à la base passionnée de food. Moi j'adore tester des nouveaux restaurants. Quand j'habitais à Paris, j'avais créé un groupe Facebook sur lequel je partageais mes bonnes adresses de restaurants, et quand j'étais arrivée à Amsterdam, je pouvais plus le faire puisque du coup je pouvais plus alimenter Paris, et les gens qui me suivaient sur ce groupe Facebook, qui étaient mes amis parisiens, eux, les restaurants d'Amsterdam, ça les intéressait pas vraiment. Donc je me suis dit, je vais faire un compte Instagram, comme ça je pourrais partager sur ce compte Instagram
et partager à des gens que ça intéresse. Parce qu'avec les hashtags, du coup, tout le monde peut trouver le contenu qui les intéresse. Et puis au fur et à mesure, j'avais fait partager aussi un peu de photos de moi, un peu de photos de paysages. Et donc j'avais ce compte Instagram-là qui était sur le côté, sur lequel j'exprimais mes passions, j'apprenais un peu la photographie parce que j'y connaissais rien du tout à l'époque, ma passion pour les voyages parce que j'ai toujours adoré les voyages, et donc j'avais ça sur le côté. Mais c'était pas, j'ai pas quitté mon travail pour faire Instagram. J'ai quitté mon travail parce que je ne m'y épanouissais plus et je n'arrivais plus à me projeter dans ce monde-là. En fait, quand j'essayais de me dire bon bah ok, qu'est-ce que tu peux prendre comme travail, dans quel type d'entreprise tu souhaiterais travailler, j'arrivais plus à me projeter en fait. Donc je me suis dit je peux pas continuer dans un truc dans lequel j'arrive pas à me projeter, dans lequel je suis pas heureuse et qui m'envoie en plus pas de reconnaissance. Et ça t'a pas fait peur de te dire que tu quittais sans avoir le job d'après? Parce que souvent c'est ça qui bloque pour les personnes. Non, parce que je me suis dit, en fait, je vais prendre du temps pour moi. Et en fait, c'est super dur, même quand on est dans une situation, pas de burn-out, mais dans une situation où c'est calme au niveau du travail, c'est quand même dur de se projeter dans quelque chose d'après quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Si on a un projet en tête avant, on peut commencer à peaufiner son projet dans sa tête, commencer à mettre en place des actions en étant en parallèle dans son job d'avant. Mais pour ma part, je savais pas ce que je voulais faire et je me suis dit, je vais prendre le temps de voir ce qui me plaît, ce que je veux faire. Au début, je pensais que j'allais me tourner vers le coaching justement pour aider les gens justement à sauter le pas de leur reconversion professionnelle. Par rapport à tout ce que j'avais vécu, je me suis dit que je pouvais faire ça. Donc, je m'étais dit que j'allais peut-être faire une formation d'une école de coaching et ensuite aider en fait tous ces profils que j'ai cités avant, ces gens qui restent en entreprise mais qui sont pas heureux mais qui savent pas quoi faire d'autre, ou ces gens qui ont des projets mais qui n'ont pas confiance en eux ou qui savent pas comment les mettre en place. Donc je m'étais dit peut-être que je ferais ça, mais je vais voir comment ça se passe et je vais surtout prendre du temps pour moi et m'écouter et voilà quoi. Et comment ça s'est passé alors ton compte Instagram, ensuite ton blog, comment t'as fait pour les développer? J'ai décidé de rentrer à Paris suite à ma démission à Amsterdam parce que finalement, même si j'ai adoré ma vie à Amsterdam, je me voyais pas me lancer là-bas à mon compte parce que ça reste quand même un pays étranger avec des normes étrangères et j'avais pas assez développé mon réseau là-bas pour me lancer à mon compte là-bas, donc j'avais décidé de rentrer à Paris. Et en ayant du temps pour moi, j'ai pris le temps d'aller faire des photos dans la ville de Paris, qui est une ville magnifique. J'ai appris à mieux retoucher, donc à force de pratiquer, j'ai appris à mieux prendre des photos. J'ai appris à mieux retoucher chez moi, donc en suivant sur YouTube, on apprend tout. Hein. Donc j'ai regardé des tutoriels sur YouTube pour apprendre à mieux retoucher mes photos, pour développer mes capacités. Et donc c'est comme ça que au fur et à mesure, j'ai créé un contenu qui était de plus en plus, on va dire, professionnel et recherché. La ville de Paris étant aussi assez photogénique et touristique, c'est aussi un plus. Donc ça m'a aussi permis de me développer sur les réseaux, c'est de proposer cette ville qui est waouh, que tout le monde rêve de visiter dans le monde entier. Et comment ça s'est passé Est-ce que tu avais mis un peu d'argent de côté pour pouvoir faire cette pause? Ouais. Sincèrement, je gagnais très bien ma vie à Amsterdam et je dépensais pas énormément d'argent. Si j'avais pas mis de l'argent de côté, j'aurais pas pu m'en sortir parce que moi j'avais pas de chômage. J'ai essayé de négocier une convention de rupture à l'amiable avec ma société là-bas, ce qui normalement, vu les normes européennes, aurait pu me permettre de toucher le chômage. Ils ont rien voulu entendre. Eux, ils voulaient juste pas créer de précédent parce que c'était une situation qui était quand même vraiment nulle en entreprise, mais eux, ils voulaient quand même garder certaines personnes à leur place. Donc, on me disait, non, si t'es pas content, tu t'en vas. Nous, on a plein de choses à te proposer. Donc, c'est soit tu travailles avec nous ou soit tu démissionnes. Ils ont rien voulu entendre. Enfin, ils étaient vraiment absolument pas coopératifs, alors que pour eux, ça ne changeait strictement rien puisqu'ils avaient pas d'argent à débourser. C'était juste moi pour ce que j'aurais pu négocier sur le chômage derrière. Donc ça, c'était niette. Donc ouais, franchement, des économies, ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est important de le dire parce que j'ai beaucoup d'invités qui ont le chômage. Et donc souvent, ils disent, bon voilà, grâce au chômage, j'ai pu faire la transition.
Bon, moi, personnellement, quand je me suis reconvertie, j'avais pas de chômage non plus parce que j'étais avocate, donc on n'a pas le chômage. Et donc, c'est important de dire que c'est possible de se reconvertir sans le chômage. Ouais. Donc après, chacun sa situation. Moi, j'avais pas encore à l'époque développé assez de moyens extra pour gagner ma vie. Et surtout, aujourd'hui, le monde d'Instagram reconnaît les micro-influenceurs et paye les micro-influenceurs, mais c'était pas du tout le cas à l'époque. Donc moi, quand j'ai quitté mon travail, je devais avoir 7000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, je pouvais pas du tout espérer vivre avec, on va dire, de posts sponsorisés sur mon compte Instagram. Mais ce qui est pas forcément le cas aujourd'hui. Ce que je veux dire, enfin, bon, 8000 abonnés, on peut se faire payer avec 8000 abonnés, mais ça reste quand même un peu léger pour gagner assez d'argent. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de reconnaissance des micro-influenceurs aujourd'hui. Donc, moi, c'est vraiment les économies qui m'ont permis de temporiser et de prendre le temps de me trouver et de savoir ce que j'allais faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as 127 000 abonnés sur Instagram? Quel conseil tu pourrais donner? Qu'est-ce qui, pour toi, a été vraiment le déclic pour faire grandir ta communauté? Alors, aujourd'hui, le conseil à donner, c'est faites des reels. Sincèrement, il n'y a pas meilleur conseil à donner aujourd'hui. Tous les conseils que j'aurais pu donner il y a 1 an, ils sont complètement obsolètes depuis l'arrivée des reels, malheureusement ou heureusement. Sachant qu'en fait, Instagram booste quand même, parce que j'ai constaté, booste quand même pas mal les reels des comptes qui sont plus petits. Donc franchement, aujourd'hui, c'est faites du reel, créer du contenu qui soit engageant par rapport aux autres, qui apporte une valeur ajoutée, soit parce que vous allez faire découvrir des endroits, que ce soit des beaux endroits pour faire des photos, des bons endroits pour manger, ou des bons conseils, parce que ça dépend chacun de sa niche. Hein. Si on fait de la beauté, bah, ça peut être des conseils make-up. Si on fait de la food, ça peut être faire découvrir des endroits pour manger. Si on fait comme moi du voyage, ça va être les plus beaux endroits pour faire des photos. Si on est passionné de photographie, on peut donner des conseils pour prendre des photos mais d'une meilleure manière. On peut donner des conseils pour poser devant les photos. En fait, voilà, il faut faire du reel qui va soit faire rêver, ça marche aussi, soit apporter un conseil, soit faire rire, parce que ça marche aussi énormément. Ça peut être de la danse si on aime la danse. Enfin, en gros, c'est tout ce qu'on voit en ce moment sur TikTok et sur Instagram avec les reels. Donc, c'est créer du contenu qui apporte une valeur ajoutée, dans lequel vous êtes légitime, c'est-à-dire qui vous passionne. Donc après, à chacun de voir sur quelle niche on veut se lancer, mais il faut que ce soit forcément quelque chose qui vous passionne, parce qu'il faut créer du contenu de manière assez régulière, apporter une valeur ajoutée. Donc si on n'y connaît rien, c'est plus difficile. Ou alors, ça peut être du contenu humoristique sur quelqu'un qui n'y connaît rien et qui essaye de faire quelque chose et qui échoue, et ça fait des fails rigolos, et ça peut être aussi une thématique. Mais en gros, il faut se trouver une thématique dans laquelle on a une légitimité et qui va nous passionner assez pour se donner à fond, parce que moi je travaille énormément, et pas se sentir et avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, parce que le plaisir c'est tellement important. Ça c'est un truc qu'on peut dire pour les gens qui pensent à faire une reconversion et changer de vie. Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on travaille. Moi, je travaille. S'il y avait un employeur qui m'avait fait travailler le nombre d'heures que je travaille aujourd'hui, je pense que je pouvais aller au prud'homme. Facile. Mais j'aime tellement ce que je fais qu'en fait, c'est pas oui, c'est un travail, mais c'est complètement différent. J'ai pas mal parlé de mon Instagram, mais comme tu l'as évoqué, j'ai aussi un site internet, donc que j'ai lancé il y a un peu plus de 2 ans, que j'ai créé de A à Z moi-même. Aussi via YouTube, sur WordPress, on peut vraiment tout apprendre aujourd'hui, même si on n'y connaissait rien du tout. Moi, j'y connaissais rien. Aujourd'hui, j'ai entre 16 000 et 22 000 page views par mois sur mon blog. J'espère aller, bien sûr, au-delà. Je voudrais aller au-delà. Mais pour quelqu'un qui n'y connaissait rien, tout est possible. Est-ce que tu penses que les blogs, c'est important, c'est quelque chose que les marques demandent? Ça dépend dans quel domaine. Moi qui suis dans le domaine du voyage, oui, je confirme que quand j'ai des partenariats avec des hôtels, notamment, c'est quelque chose qui demande pour être relayé sur mon blog. Je sais qu'il y a des gens aussi dans la mode qui le demandent. J'ai aussi des marques qui m'ont demandé si je pouvais écrire des articles sur leur marque. Oui, c'est quelque chose qui se valorise. En fait, et voilà, quelque chose que je voudrais préciser, c'est de jamais mettre tous ses œufs dans un même panier quand on fait des réseaux sociaux.
notamment quelque chose comme Instagram, parce qu'en fait, nos abonnés Instagram, ils appartiennent à Instagram. Le jour où Instagram n'existe plus, si on n'est présent que sur Instagram, on n'a plus rien. Et malheureusement, les réseaux, on le voit avec la montée de TikTok et d'Instagram qui a dû riposter. On le voit avec Facebook qui est un réseau aujourd'hui qui est quand même qui est devenu très vieillissant, sur lequel moi je ne vais que pour faire des groupes d'entraide de blogueurs, mais sinon je poste plus rien du tout sur ce réseau depuis des années. Donc c'est important de se diversifier, donc de pas se concentrer que sur un média, qu'on vende un produit, un service, qu'on soit un créateur de contenu, ne pas se concentrer sur un média. Moi, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. J'ai mon blog. Et mon blog, l'avantage du site web, c'est que il m'appartient en propre. Tous les gens que j'ai, bon alors j'exploite pas assez ma liste d'abonnés, mais moi j'ai des abonnés. Tous les gens qui sont abonnés à mon blog, demain, si mon Instagram n'existe plus, ils sont toujours là. Si TikTok se casse la figure et que moi j'ai décidé de me mettre sur TikTok et que du jour au lendemain, parce qu'en fait on est soumis à des algorithmes. Donc il y a des algorithmes sur Instagram qui sont très très chiants. Il y a des algorithmes sur TikTok. Si du jour au lendemain l'algorithme décide de ne plus nous soutenir pour une raison qu'on va toujours ignorer, parce que clairement aujourd'hui des créateurs du contenu qui font du contenu de qualité et qui s'améliorent, mais qui ne sont plus montrés parce qu'Instagram a décidé qu'ils étaient plus assez intéressants, alors que leur contenu s'est amélioré, ce qui est quand même vraiment difficile à vivre pour les créateurs de contenu. Il y en a des tonnes, c'est très triste et malheureusement c'est le cas. Et donc voilà, d'où l'importance de pas se contenter de faire un seul réseau social si on est présent sur les réseaux sociaux, mais de se diversifier le plus que possible. Déjà parce qu'il y a des synergies entre tous les réseaux et donc un réseau va rapporter du trafic vers l'autre. Clairement, je rapporte énormément de trafic sur mon blog de par mon Instagram. J'ai du trafic de Pinterest qui me drive vers mon blog. De mon blog, j'ai aussi des gens qui s'abonnent à mon Instagram parce qu'ils voient mon Instagram sur mon blog. Donc du coup, la synergie, c'est super important. Ouais, ça c'est vraiment un super conseil. Et aussi, je voulais te demander parce que tu as plusieurs activités aujourd'hui, donc tu es bien sûr créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Tu es aussi food concierge. Alors, je voulais que tu nous racontes parce que c'est vraiment une idée super originale et que je trouve hyper intéressante. Et tu es aussi photographe. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter toutes tes activités et peut-être le pourcentage en termes de revenus? Comme ça, on peut imaginer un petit peu toutes tes activités, comment tu te rémunères avec elles. Alors, donc j'ai plusieurs casquettes. Donc la casquette principale sur laquelle on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, c'est donc ma casquette de créatrice de contenu. Je dis plutôt créatrice de contenu qu'influenceuse. Oui, oui. Que je me vois plus. Donc j'ai ça que je fais donc du coup sur Instagram et aussi sur TikTok. Depuis, alors j'avais commencé il y a 2 ans il y a un peu plus de 2 ans, développer l'activité de photographe parce que j'avais des followers qui me demandaient quand ils venaient sur Paris si je pouvais les prendre en photo parce qu'ils voyaient mes belles photos et ils voulaient la même chose pour eux. Malheureusement, donc j'avais commencé fin 2019, puis Covid. Donc du coup, j'ai pas fait du tout cette activité pendant 1 an et demi. Et ça a repris pas mal cet été avec la reprise du tourisme, puisque j'ai quand même 95% de ma clientèle qui est une clientèle de tourisme, donc des gens qui vivent pas sur Paris et qui viennent sur Paris. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'adore prendre des photos pour moi, j'adore prendre des photos dans Paris. Je me dis souvent, j'aimerais bien être mon propre photographe parce que c'est d'ailleurs ce que beaucoup de créatrices ou créateurs de contenu disent parce que on sait exactement ce qu'on veut, mais avec le trépied, c'est pas toujours facile de bouger à l'instant T. Bon, là, du coup, je peux aller prendre des belles photos pour des gens. Et moi qui adore rencontrer des gens du monde entier, c'est vraiment une activité super. Et donc ça a super bien décollé cet été. Donc là, le mois de janvier est très calme parce qu'il n'y a pas trop de touristes à Paris, mais ça va. J'ai déjà des demandes pour le printemps, des gens qui me contactent déjà en avance. J'ai déjà des demandes pour le mois de juillet. Moi, je suis là, mais je sais pas, je vais être en juillet. Mais d'accord. Donc voilà, la photographie, c'est une activité. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours adoré tester des restaurants, les conseiller à des gens, les partager. Et j'avais de plus en plus de gens aussi sur Instagram qui m'envoyaient des messages en me disant « Oui, je viens sur Paris. Est-ce que tu peux me conseiller quelques bons restaurants ?» Et en fait, moi, des bons restaurants sur Paris, j'en connais, mais plein. Donc, je peux pas conseiller, je vais pas donner un restaurant comme ça pour quelqu'un. Donc,
enfin, j'en ai tellement à proposer, c'est difficile d'en sortir un du lot. Donc pour pouvoir répondre à ce genre de questions, bah il faut demander aux gens, bah qu'est-ce que vous voulez manger comme type de nourriture, c'est quoi votre budget, vous êtes dans quelle partie de Paris, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ce restaurant pour que vous alliez le visiter. Et après bah c'est là qu'on se rend compte que en fait ça demande du temps. C'est-à-dire proposer des restaurants à quelqu'un par rapport à une liste de besoins, bah moi derrière je vais faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de recherche pour proposer des restaurants qui soient disponibles ce jour-là par rapport aux besoins de ce que la personne m'a demandé. Et bah le temps, c'est de l'argent. À partir du moment où quelqu'un vous délègue, qui n'a pas le temps de faire quelque chose qu'il va vous déléguer, eh ben, on peut gagner de l'argent avec ça. Donc, autre conseil pour les personnes qui savent pas dans quoi se reconvertir. À partir du moment où vous faites quelque chose que quelqu'un vous délègue parce qu'il n'a pas le temps de faire, vous pouvez facturer. Mais ça, c'est un super conseil parce que c'est dur justement de passer de services gratuits à facturer. En fait, c'est à partir du temps, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je dois faire. Comme je disais tout à l'heure, moi, si je dois écrire mes articles dans mon blog, je peux le faire que le soir. C'est-à-dire que je travaille jusqu'à 1h30 du matin, très régulièrement. Si je dois caler 1 heure de recherche pour quelqu'un, pour un restaurant, ce que j'adore faire, mais que je n'ai pas le temps de faire, ben voilà, si le service est rémunéré, forcément, je vais le prioriser sur d'autres activités. Comment tu fais pour déterminer tes prix? Par exemple, quand on invente un business comme ça, est-ce que tu aurais des conseils pour déterminer ses prix? Ah, très très bonne question parce que moi j'ai galéré. Donc, bah, le premier truc, ça va être de faire un benchmark avec ce qui se fait sur le marché. Donc, regarder autour de soi. Donc, si on a un service ou un produit qui existe déjà plus ou moins, bah, c'est faire un benchmark, donc faire une étude concurrentielle, taper, rechercher sur Internet, parler à des gens autour de nous pour trouver des prix, pour se comparer. Donc ça, c'est la première chose. Ou la deuxième chose, ça va être d'estimer son taux horaire. À partir de quel montant je décide de valoriser mon heure de travail. Et aussi, ça va être après la difficulté que va apporter ce travail ou le degré d'expertise que va apporter ce travail. C'est-à-dire que si quelqu'un me délègue d'aller distribuer des magazines dans des boîtes aux lettres, n'importe qui peut le faire. Et bon, c'est un truc et sachant que c'est un truc que tout le monde peut faire, c'est pas un service qui va être facturé très cher. Parce que du coup, on peut le donner à n'importe qui, même un enfant, si on veut, peut le faire. Bien sûr, faut pas faire travailler les enfants. Ce que je veux dire, c'est voilà, à partir du moment où ça nécessite une expertise, moi, par exemple, j'adore, enfin, je teste des restaurants à Paris depuis que je vis sur Paris, ça fait plus de 10 ans. Je teste des restaurants sur Paris toutes les semaines. Je vais manger dans des restaurants très chers, très chics, et aussi dans des restaurants bon marché, budget, mais qui sont toujours bons. Je précise. Donc, je peux apporter une expertise à quelqu'un qui ne connaît pas Paris et qui est overwhelmed, qui est complètement arrive sur Paris et se dit mais en fait il y a 10 milliards de restaurants, où est-ce que je vais manger? Je peux apporter une vraie expertise à cette personne. Et donc voilà, donc forcément, puis au fur et à mesure où en fait on a soit sa légitimité et on est reconnu sur ce type de service, ben on peut aussi augmenter son prix au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça représente quel pourcentage tes activités? Comment c'est réparti à peu près? Aucune idée. J'ai jamais pas fait le calcul. Mais en gros, partie photographie, donc prendre des gens en photo, c'est pas mal ma principale source de revenus parce que ça m'a permis en fait d'avoir des revenus. Alors, le mois de janvier est une exception, mais depuis que j'ai repris, franchement tous les mois j'ai eu des gens qui m'ont demandé des séances photos, donc ça a été une bonne base de revenus assez régulière. La création de contenu sur Instagram ou TikTok, c'est beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire que je vais avoir des moments où on va me proposer des contrats et ça va être assez intéressant parce que aussi j'ai un nombre assez important de followers, donc bien sûr quand on me demande un post sponsorisé c'est plus cher qu'un plus petit créateur, mais c'est assez aléatoire. C'est plus du one shot en fait, très élevé. Ouais, et qui ne tombe pas forcément tous les mois, ou alors il y a des mois où il va y en avoir 2 et donc ça va être très intéressant, et d'autres mois où il n'y en aura pas du tout. Donc ça, c'est beaucoup plus aléatoire, mais quand ça tombe, ça peut être assez sympa. Food concierge. Alors, food concierge, c'est aussi assez aléatoire et ça arrive toujours à des moments où je m'y attends pas forcément, parce que à l'inverse de toutes mes séances photos, quasiment tout, 98%, arrive via Instagram.
Donc, c'est-à-dire que en général, quand je fais une story, que je dis que refais des stories pour dire que je suis photographe et que je propose des séances photos pour des gens, j'ai toujours des demandes qui arrivent après. Bon, après, maintenant, les gens commencent à bien l'avoir en tête. Donc, quand ils prévoient leur voyage sur Paris, maintenant, ils me contactent. Mais ils viennent toutes d'Instagram. Alors, à l'inverse, tous mes clients, quasiment 99% de mes clients food concierge viennent de Google, de mon site internet, parce que je rank sur Google. D'où l'importance de travailler son SEO quand on a un site internet. Search Engine Optimization, pour ceux qui connaissent pas, qui permettent d'avoir un bon placement sur Google dans les recherches, dans les moteurs de recherche en tête. Et c'est comme ça que j'ai des clients qui arrivent. Donc là, c'est pareil, c'est très aléatoire. Et après, le montant va dépendre du nombre de jours pour lequel je fais des recherches pour des clients. Donc si j'ai des clients qui restent 2 jours, forcément, ça va être des plus petits montants que si j'ai des clients qui viennent sur 5 jours ou sur une semaine. Et toi, alors, c'est super intéressant parce que tu as plein d'activités qui correspondent pas forcément, qui changent de l'influenceur, créateur de contenu un peu au sens strict. Ce serait quoi ton plus grand rêve professionnel, ton plus grand accomplissement professionnel? Bonne question. J'ai l'impression que tu as plein d'idées. Alors, est-ce que tu as une idée, un projet que tu adorerais réaliser? Là, j'ai des projets, mais alors qui vont être plutôt des petites pierres à l'édifice, des pierres à l'édifice sympas que j'ai envie de développer. Par exemple, je voudrais emmener avec moi des gens en session photo pour leur apprendre à manipuler leur appareil photo, faire des photos, prendre des gens en photo, parce qu'il y a plein de gens qui ont des appareils photo mais qui savent pas les manipuler. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on fait des très très bonnes photos avec nos smartphones. Et en fait, l'appareil photo, c'est aussi super sympa. Moi, je prends toutes les photos qui sont sur mon feed sont prises avec mon appareil photo. Il y a beaucoup de gens qui savent pas l'utiliser, donc je sais que j'ai déjà eu des demandes, donc ça, c'est des choses que je voudrais mettre en place. Séance photo, mais plus de maîtrise de son appareil photo, et ensuite, on continue avec un brunch ou un goûter ou un apéro. Ça, c'est vraiment des choses que je voudrais mettre en place très vite, et je l'ai pas fait en ce moment à cause de Omicron, mais sinon, j'aurais lancé en janvier. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'il faut attendre un petit peu quand même. Emmener les gens manger avec moi, donc proposer des moments où on va se retrouver. Ça peut être alors, je pense à des femmes parce que c'est vrai que j'ai 70% de mon audience qui est féminine, et il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules ou qui ont envie de rencontrer des nouvelles personnes sur Paris, ou qui voyagent seules et du coup aimeraient bien passer un petit moment avec des personnes sympas. Donc j'aimerais bien faire des meet-up autour d'un brunch, d'un déjeuner, d'un apéro, où on pourrait justement, les personnes seraient contentes de me rencontrer, mais elles pourraient aussi rencontrer d'autres personnes autour et créer des liens, et en même temps, on pourrait prendre des thématiques pour parler d'un sujet ou d'un autre pendant ces meet-ups. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place aussi cette année. Projet aussi de sortir des e-books avec des conseils de resto, moins cher que du coup des restaurants budget ou très très bon rapport qualité-prix, qui soit pas trop cher, sur lequel je pourrais sortir des e-books pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer mes services de food concierge. Donc ça, c'est aussi des choses que je voudrais faire. Ça fait partie de mes objectifs de cette année. C'est déjà pas mal. Ouais. Alors, quelle était la chose, toi, qui t'a le plus étonnée dans ton nouveau job, la chose à laquelle tu t'attendais pas? C'est aussi très physique, créateur de contenu. Ouais. Surtout quand on est une fille seule. Moi, il faut savoir que je me déplace aujourd'hui avec mon appareil photo et 3 objectifs dès que je vais faire des photos. C'est lourd. Et je transporte aussi un sac avec mes tenues, mes chaussures, mes robes, mes accessoires. Et donc, le truc avec lequel je parle tout le temps avec mes copines quand on va faire des photos, je suis là, mais j'en peux plus. Je veux un porteur, je veux aller faire mes séances photos en Uber, comme ça, je ne dois pas porter mes affaires. Donc ça, c'est une chose qui peut m'avoir étonnée, Ouais. en tout cas, qui fait partie de mon quotidien. Plus le froid, marcher en talons. Mais ça, on le partage. Les choses qu'on fait aujourd'hui qui existaient peut-être pas trop avant, c'est qu'on partage beaucoup les BTS, donc les behind the scenes, dans nos reels, dans nos stories. Donc on montre justement l'envers du décor, où on se dit c'est trop beau, mais comment elle a fait pour avoir la Tour Eiffel pour elle toute seule? Je me lève à 4 heures du matin. Ça, c'est aussi, ça fait partie des choses du métier qu'il faut garder en tête. Et aussi, je travaille, mais comme je disais, je travaille énormément. Et donc, bon, après, surprenant, pas surprenant, c'est pas quelque chose, j'avais pas du tout pensé à ça avant.
Mais en fait, ça m'est tellement égal parce que je fais des choses qui me passionnent. Quand en fait on est auto-entrepreneur et que c'est son bébé qu'on développe, bah on se dit pas ah ouais mais ce serait quand même bien si j'étais en train de faire ci ou ça. Parce qu'en fait tout ce qu'on fait c'est pour nous, c'est pour se créer des bases solides pour le futur, c'est pour s'assurer une meilleure une meilleure indépendance financière, c'est pour créer encore plus de projets pour l'avenir qu'on va avoir joie de mettre en place, comme je disais par exemple de faire ces ateliers photos ou de rencontrer des gens autour d'un déjeuner. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore partager les bonnes adresses, partager mes conseils. J'adore faire ça. Donc en fait, s'il faut travailler des heures pour mettre en place ce genre de choses, c'est pas grave. Et comment a réagi ton entourage à ta reconversion? Parce que tu avais un métier très sérieux, on va dire, très conventionnel. Et passer de ça à créatrice de contenu, ça peut être un peu déstabilisant pour l'entourage. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai déjà la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans ma démarche. Ça, je pense que c'est important de le dire et tout le monde n'est pas dans ce cas-là. J'ai mes parents qui m'ont dit, nous, ce qui est plus important, c'est que tu sois épanouie. Donc, si tu décides de changer de vie, fais-le. Bon, bien sûr, fais pas de... Ils savent que je suis une fille raisonnable et voilà, jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin de demander de l'argent à mes parents parce que j'avais mis de l'argent de côté et parce qu'aujourd'hui, voilà, je commence à bien m'en sortir et à avoir plusieurs cordes à mon arc et voilà. Mais donc ça, c'est important. Donc j'ai eu cette chance-là. J'ai beaucoup de gens, quand j'ai quitté mon travail, mes collègues, mes anciens collègues qui m'ont dit « Mais je voudrais trop faire comme toi, mais j'ose pas !» Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont enviée quand je suis partie, sincèrement, alors que pour moi, le plus difficile, ça aurait été de rester. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas assez compte. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais courageuse. Mais non, en fait, pour moi, ça m'aurait demandé plus d'énergie et ça m'aurait mis plus mal de rester que de partir. Et jamais je regrette ma décision, je regretterai jamais, j'adore ma nouvelle vie, c'est difficile, ça m'a pris du temps à trouver exactement ce que je voulais faire, je suis pas encore arrivée à la fin de mon éclosion, ma transformation, mais je reviendrai pas en arrière. J'ai beaucoup d'amis, alors j'ai des personnes que je vois moins aujourd'hui ou que je revois plus forcément. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une coupure avec Amsterdam, c'est-à-dire que quand je suis revenue avec ma nouvelle vie, j'avais vécu à Amsterdam 2 ans avant. Donc j'ai pas forcément revu tous les gens que je connaissais parce que je connais beaucoup de monde qui vit sur Paris de ma vie d'avant pour 2 raisons. La première pour des raisons financières, c'est que sortir à Paris ça coûte cher. Donc comme j'avais pas forcément beaucoup de budget, j'ai limité mes sorties aussi. Et aussi parce que justement il y a beaucoup de gens qui ont des doutes et qui osent pas prendre de risques. Et quand nous-mêmes on est en difficulté, donc ce qui est moins mon cas aujourd'hui, mais il y a 1 an et demi, quand on était en plein Covid et que je gagnais pas d'argent et que mes économies après 1 an et demi que je puise ou 2 ans que je puisais dans mes économies, ça commence à s'amenuiser et donc forcément on se pose des questions. Et on n'a pas forcément envie de rencontrer des gens qui nous disent « Ah ouais, donc ah mais c'est génial, et donc comment tu gagnes de l'argent ?»« Alors pour l'instant, j'en gagne pas trop. »« Ah ouais, mais comment tu vas faire ?»« Je sais pas. » Donc choisir les personnes avec lesquelles on s'entoure, c'est important. Moi, je côtoie aujourd'hui énormément de gens qui sont créateurs de contenu comme moi ou auto-entrepreneurs, quel que soit le domaine dans lequel ils sont. Parce qu'en fait, c'est des gens qui me comprennent, déjà avec lesquels je peux échanger au quotidien de mes problématiques quotidiennes et avec lesquels on s'entraide. Quand j'ai créé mon blog, j'ai plein de copines qui étaient créatrices de contenu que je connaissais d'Instagram, qui m'ont donné des conseils pour créer mon blog, qui ont été avec moi, qui, quand j'avais des problèmes, m'ont dit « Attends, faut faire comme ci, comme ça », qui m'ont introduit dans des groupes de blogueurs sur Facebook. En fait, côtoyer des gens qui font la même chose que nous au quotidien, c'est super important parce qu'ils sont passés par les soucis qu'on a, ils ont eu les mêmes difficultés avant. Et il y a beaucoup d'entraide, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaille. Alors il y a des gens qui se tirent dans les pattes, bien sûr, mais il faut les éviter et il faut juste soigner son réseau et s'entourer de gens bienveillants qu'on a envie d'aider, qui ont envie de nous aider en retour. Voilà, donc en gros, mes amis qui sont très chers ont suivi en fait tout mon parcours et ont été là pour m'écouter quand c'était difficile et m'encourager, et qui sont aujourd'hui là pour me dire « Ah, regarde tous les progrès que tu as accomplis, c'est génial ». Et en fait, les gens avec qui je me sentais peut-être pas forcément à l'aise ou
où je sais qu'ils m'auraient posé pas mal de questions, bah, c'est peut-être pas forcément des gens que je vais, vers qui je vais provoquer j'ai provoqué la rencontre. Bon, comme je dis, aujourd'hui, ma situation est plus assise et je suis moins, on va dire fragile sur ce genre de discussion, mais il y a un moment dans ma vie où où j'avais pas forcément envie qu'on me mette le doigt sur les choses qui m'empêchaient de dormir la nuit, quoi. Et donc là, c'est important de s'entourer de gens qui sont passés par là et qui ont réussi à avancer et qui vont nous donner des conseils, nous épauler, nous soutenir. Oui, se créer sa petite bulle. En tout cas, merci beaucoup pour tous les conseils que tu as partagés depuis le début parce que tu es pleine de conseils. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Bah, c'est quand notre nouvelle vie est plus heureuse, nous plaît plus, nous épanouit plus que la vie d'avant, quelles que soient les difficultés du quotidien. On passe outre. Ouais. Et c'est sûr que, donc toi, c'est pareil, tu es passé d'un milieu qui était extrêmement... avocat, ça gagne beaucoup d'argent. Il y a pas mal de gens qui osent pas faire le pas en disant ouais mais je gagne bien ma vie, tout ça. Bah oui, mais si t'es pas heureux au quotidien et si t'as pas le temps de dépenser l'argent que tu gagnes bien, à quoi ça sert? Et puis bien sûr l'argent c'est important parce que faut bien se payer un toit, faut payer sa nourriture, sa voiture, ce genre de choses, assumer ses enfants si on a des enfants, donc c'est important. En fait, si on est triste, si on dort pas la nuit, si on se pose des questions, si on pleure sans raison, si on n'a pas envie d'aller au travail, si le dimanche soir on a une boule dans l'estomac, combien de personnes le dimanche soir, le blues du dimanche soir, on se dit oh là là, lundi je dois reprendre le boulot, ou alors oh vivement vendredi. Moi j'ai pas ça. Moi je pas ça. Alors bien sûr je travaille mes week-ends, mais je travaille certains week-ends, je travaille beaucoup, je travaille le soir, je travaille des moments bizarres, mais j'ai pas de blues, je suis pas triste de ce que je fais. Quand j'ai des challenges, je me dis bon c'est pour avancer, c'est pour aller plus loin, mais c'est pas du tout le... Oui, et puis même je pense qu'on a hâte, surtout quand on a plein de projets comme toi, tu dois avoir toujours hâte de travailler pour développer toutes tes idées. Ouais. Un grand merci en tout cas Ophélie, donc je mettrai tous tes réseaux sociaux, ton blog, avec tous tes services pour que les auditeurs puissent te suivre. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Vinovest. Investissez dès maintenant dans le vin avec Vinovest. Vous avez 2 mois offerts via le lien zen.ai/oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.